Bonjour à tous. Nous allons donc enchaîner avec ce débat. Merci à Philippe Tibi d'avoir campé le décor. Ça m'évite une longue introduction puisqu'il a parfaitement résumé le débat. Qui s'appelle Sur Terre, sur Mer, ces entreprises qui concentrent tous les défis logistiques, économiques, écologiques. En traduisant rapidement, on peut dire quel est l'état de la mondialisation aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons avec nous deux dirigeants d'entreprises qui sont au cœur du débat. Qui vivent ces fractures de la mondialisation, cette vulnérabilité de la mondialisation dont on a parlé il y a quelques minutes. Et nous avons avec nous également deux personnes du corps enseignant qui vont pouvoir poser les questions et apporter leur point de vue là-dessus. Moi-même, je suis Eric Meyer, rédacteur en chef du magazine Géo. J'aurais tout d'abord aimé demander aux deux personnes qui représentent le monde de l'entreprise ici, donc Xavier Hurstel, directeur général adjoint du groupe Aéroport de Paris, et alors Klaus Ellemann Jensen, directeur général de Hapag-Lloyd, qui est... Oui, ça marche, c'est ça la mondialisation en fait aussi. De nous dire brièvement la situation. On va commencer par les faits. C'est toujours bien de commencer par les faits, parce qu'après on s'égare dans les idées, mais c'est bien de s'ancrer dans la réalité. Quelle est aujourd'hui la situation du point de vue de leur entreprise? Donc Aéroport de Paris, si je veux parler très vite et un peu vulgairement, je ne vous fais pas de dessin, j'imagine que vous avez vécu une annus horribilis en 2020, 21 même peut-être aussi. Donc dites-nous d'abord ce qui se passe, quelle est la situation sur le plan du transport aérien, les échanges aujourd'hui, tout est arrêté, tout repart, quelle est la situation? Et je poserai la même question à M. Ellemann Jensen pour ce qui concerne le transport maritime. Alors on fait comment avec les micros? Il y en a plusieurs, c'est génial. Hop. Merci de votre question. Et effectivement, le transport aérien est dans cette crise, et j'allais dire dans le degré des épreuves et des horreurs. Nous partageons une solidarité très forte avec le monde culturel, le monde de l'hôtellerie, le monde des boîtes de nuit. Nous serons sans doute parmi ceux qui vont avoir la plus longue période de recovery, comme on dit en franglais, en tout cas pour revenir à ce que nous avons pu connaître avant. C'est évident qu'il faut savoir que pour Aéroport de Paris, et c'était la même chose pour de nombreuses compagnies aériennes, le 15 mars 2020, le jour du travel ban décidé par les autorités américaines, a représenté dans notre métier à peu près la même chose que la faillite de Lehman Brothers en 2008. Il y a un avant et un après, et même les plus anciens du transport aérien, ceux qui ont connu la guerre, les attentats, ceux qui ont connu les crises, n'ont encore jamais vu un choc d'une telle ampleur. Aéroport de Paris, donc, on est le leader mondial d'exploitation des aéroports. On a 40 aéroports dans le monde, en plus des 3 que vous connaissez bien en France, Charles de Gaulle, Orly et Le Bourget. Il y a 6 000 collaborateurs en France, il y en a 20 000 dans le monde. Et dans cette crise, tout s'est arrêté en même temps. C'est-à-dire qu'une entreprise qui avait connu depuis sa création, après la guerre, la croissance ininterrompue, pour la première fois, a vu son chiffre d'affaires réduit de plus de 50%, avec des mois au printemps où le chiffre d'affaires était quasiment réduit à zéro, et où, ce qui était encore jamais arrivé dans l'histoire du pays, on a fermé un aéroport en France, qui était l'aéroport d'Orly, et dans les aéroports que nous gérons dans le monde, il y en a certains qui sont encore fermés. J'ai quand même pensé pour l'aéroport de l'île Maurice que nous gérons. L'île Maurice, vous connaissez ça, c'est quand même quelque chose qui vit du transport aérien, qui vit du tourisme, et dont l'aéroport est toujours fermé à ce stade pour une exploitation économique normale. Donc ça a été un choc énorme, un coup de frein énorme, et la reprise sera évidemment... Augustin de Romanet, le président du groupe, dit toujours deux choses avec raison parce qu'il est président, mais aussi avec raison parce qu'il a de l'expérience. Le trafic aérien, c'est une croissance infinie qui n'est tempéré que par les guerres et les épidémies, disait-il avant la crise, et il avait raison. La dernière fois que le trafic a connu une forte crise, c'était au moment des attentats du 11 septembre. La crise avait été très lourde, mais paradoxalement, la facilité de la réponse aux attentats a été nettement plus forte que celle de la réponse aux sanitaires, puisque la norme sécuritaire qui est née après les attentats est la même dans le monde entier, et la connectivité a pu reprendre avec des normes comparables dans le monde entier. Le sanitaire, c'est quelque chose qui dépend de chaque pays, dont on ne connaît pas d'ailleurs l'avenir. Tous les 6 mois, ça bouge. Et donc, c'est pour ça que cette reprise, elle est recalculée tous les 6 mois, tous les 9 mois. Actuellement, France, oui, si vous pouvez dire quoi en termes de chiffres? Là, vous avez dit moins 50%. Le trafic est à peu près actuellement en France à 50% de ce qu'il était avant la crise.
Il est un peu supérieur dans les aéroports du groupe dans le monde, c'est-à-dire les aéroports qu'on possède en Inde, en Afrique ou au Moyen-Orient, sans doute plus proche de 60%. Le trafic français est très marqué par l'international. Et donc cet international mettra bien plus de temps à revenir que le trafic domestique qui est vite revenu. La France est un pays très ouvert, en particulier en trafic aérien international, ça mettra plus de temps. Des grands pays qui ont des trafics intérieurs très profonds comme les États-Unis, comme l'Inde, la Chine, le trafic intérieur en lui-même a réussi à revenir plus vite. Nos perspectives de retour à 2019 sont pour 2025. Okay. Et c'est un peu comme vous téléchargez votre logiciel, vous arriverez assez rapidement à 75% et les dernières 25% seront les plus lourds à récupérer. Comme on dit en Chine, quand vous avez fait 90% du chemin, vous avez fait la moitié, quoi, c'est ça? C'est un peu ça. Ouais. Je pense que les 10 derniers points seront les plus difficiles à reconquérir. C'est pour ça que nos prévisions, qui sont prudentes, sont à 2025. Le transport maritime. Bonjour Monsieur Ellemann Jensen, merci d'être en ligne avec nous. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner la situation de ces derniers, enfin si on prend d'abord mars 2020, pour prendre les choses comme ça, comment ça se passe depuis? Bonjour et merci beaucoup. Je vous joins d'une maison de vacances du Danemark. Normalement, je suis le directeur général de Hapag-Lloyd en France, compagnie maritime allemande, 5e mondiale. Je me permets de le présenter. Je pense qu'on est un peu moins connu que l'aéroport de Paris. Alors, il est vrai, le 15 mars 2020, le ciel est aussi tombé sur la tête de l'industrie maritime. Et c'est vrai que les semaines qui ont suivi ont effectivement eu comme conséquence que les grandes compagnies maritimes ont beaucoup ralenti le transport des marchandises à travers le monde. Ils ont surtout évacué, si je peux dire, les conteneurs pleins, les chargements pleins qui sortent traditionnellement de l'Asie, surtout de la Chine, vers l'Amérique du Nord et vers l'Europe. Une fois que ces marchandises mi-mars, fin mars, étaient arrivées à destination, nous avons baissé la voilure sur notre activité maritime en étant au bord du gouffre. On ne savait pas ce que l'avenir allait nous porter. À ce moment-là, l'industrie maritime sortait de 5 années, comme on peut décrire, comme moyenne, avec un revenu généré total de 350 milliards de dollars, mais avec un profit accumulé sur ces 5 ans négatif de 2,5 milliards de dollars. Donc il est vrai, et on a tendance à l'oublier de temps en temps, que la situation à ce moment-là de compagnie maritime, c'était une situation qui était à la fois compliquée à cause du Covid, mais aussi compliquée parce que les années précédentes n'étaient pas forcément des années qui nous donnaient beaucoup de réserves. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a arrêté de prendre l'avion, comme l'aéroport de Paris peut bien les témoigner. Les gens ont arrêté de consommer au niveau des services. Par contre, les gens, nous, vous, ont tous commencé à acheter des produits. Donc, des marchandises typiquement produites en Asie, des marchandises typiquement transportées par conteneur. Donc, c'est vrai que notre industrie a vu un rebond tout à fait exceptionnel. Et quand on regarde nos chiffres transportés en 2021, on voit que nous transportons environ 25% de volume plus qu'en 2020, mais aussi 11% de plus de volume qu'en 2019. Donc, pas seulement nous avons rattrapé ce qu'on a perdu en 2020, mais il y a une vraie surconsommation et surtransportation des marchandises. D'accord. Le fait que le monde s'est arrêté, surtout durant le deuxième trimestre 2020, a aussi eu comme effet qu'il y a eu, au niveau supply and demand, il y a eu un retard au niveau de la chaîne du transport, que ce soit au niveau usine, au niveau transport routier, au niveau portuaire, au niveau maritime. Il y a eu des retards qu'on est toujours en train de rattraper. Conséquence de tout ça, une augmentation des taux de fret assez spectaculaire, parce que
l'offre et la demande s'est complètement inversée. Et j'ai partagé avec vous des résultats financiers des années précédentes. La prévision pour cette année, c'est que au premier moitié de l'année, les compagnies maritimes containerisées ont une revenu de 70 milliards de dollars. Ça correspond à une année pleine, normale, ces derniers 5 ans. Donc déjà, on a un revenu qui est le double au premier moitié de l'année, avec une prévision de profit pour l'année aux alentours de 65 milliards de dollars. C'est des chiffres extrêmement élevés, c'est des chiffres que notre industrie n'a jamais vus. C'est aussi des chiffres qui nous met presque dans l'embarras. Ça nous met dans l'embarras parce que le service fourni n'est pas un service digne de ce nom. Donc c'est vrai qu'on vit une période extrêmement particulière. On est à la fois très content de notre performance financière, mais on n'est pas du tout content du service fourni à nos clients. Est-ce que les compagnies maritimes sont coupables et responsables de tout ça? J'espère avoir donné quelques éléments qui ont preuve du contraire. Quelle réaction par rapport à ça? Merci beaucoup, ça brosse parfaitement le tableau. On vous souhaite aussi de reprendre aussi vite qu'eux parce que c'est très spectaculaire. J'ai regardé tout à l'heure le cours de l'action à Hapag-Lloyd. Effectivement, le cours de l'action en bourse reflète tout à fait ce que vous dites. Donc là, c'est le court terme. J'ai envie que, pour respecter d'ailleurs l'intitulé du débat, qu'on se projette un peu plus sur le moyen terme et le long terme. Donc avec les enjeux qui sont devant nous, ceux qu'a présenté tout à l'heure Philippe Tibi, c'est-à-dire l'écologie, c'est-à-dire la géopolitique, c'est-à-dire l'évolution, vous en avez parlé, des coûts, enfin il y a des tas de choses. Je remets qu'on se concentre beaucoup sur les 2 premiers chapitres qui sont les enjeux écologiques, les enjeux environnementaux et les enjeux géopolitiques. Et là, je me tourne vers donc Florence Smith, donc inspectrice générale de l'éducation, groupe Histoire-Géographie. Je crois que vous avez un peu travaillé la question de l'écologie, de la géopolitique. Peut-être que vous avez une question à poser à nos 2 représentants du monde des entreprises. Oui, parce que effectivement, les flux ont très fortement augmenté. On l'a vu aussi au début du blocus, quand la Grande-Bretagne a eu un blocus total de son approvisionnement. Et c'est vrai qu'on pouvait tenir que quelques jours, parce que vous avez parlé des flux de marchandises. Mais il y a aussi tous les flux alimentaires et d'hydrocarbures. Et la question de l'évolution de ce transport, aussi bien aérien que maritime en termes écologiques, semble se poser. Alors il y a l'obligation de l'OMI, notamment de réduire la teneur en soufre des carburants, avec déjà en Manche-Mer du Nord une obligation encore plus forte. Comment est-ce que vous interagissez avec cela sur le plan là, donc du réchauffement climatique, et par rapport à la biodiversité aussi au transport sur les coques des navires, des bactéries et autres algues qui font que la pollution ou des prédateurs sont transportés eux gratuitement par vos navires? Je pense que la question est pour moi. Oui, elle va être pour Xavier aussi après, en termes notamment oui, et puis d'émissions de... Voilà, c'est parce que l'avion, ça fonctionne encore jusqu'à nouvel ordre au fioul, même s'il y a quelques questions sur l'hydrogène, mais on y viendra tout à l'heure. Oui, si vous pouvez répondre sur tout ce transport maritime absolument gigantesque qui, je crois, transporte 90%, n'est-ce pas, des marchandises transportées dans le monde. Quand j'ai vu ce chiffre, je me suis un peu étonné. Pardon pour la naïveté. 80% en volume et 80% en valeur. Voilà, 80% en valeur, 90% en volume, c'est énorme. J'ai eu la naïveté de croire que c'est énorme, je ne savais pas. Donc tout ça fonctionne évidemment avec des bateaux qui roulent, j'allais dire, qui marchent avec les carburants que l'on connaît. Donc comment est-ce que vous allez faire dans les prochaines années? C'est vrai que j'ai participé dans un workshop avec Philippe Tibi il y a 3 ans et c'est effectivement les chiffres qu'on a présentés et ce sont toujours les mêmes chiffres. Il est vrai que le secteur maritime est un pollueur et on en est conscient et on travaille sur beaucoup de nouvelles technologies afin de réduire l'empreinte carbone. Il est vrai aussi que nous ne polluons pas plus qu'il y a 10 ans et nous transportons 50% de plus de volume sur nos navires conteneurisés. Et les navires sont également devenus plus grands. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'unité transportée, nous polluons moins, mais nous polluons toujours trop.
Les bons résultats que nous allons avoir maintenant vont également nous permettre d'investir dans de nouvelles technologies. Ça se voit dans les ordres de commande de compagnies maritimes actuellement. Pas plus tard que la semaine dernière, et je crois que ça fait la première des échos, la compagnie maritime danoise Maersk a commandé 8 navires de 16 000 EVP. Ce sont une taille correcte, même si ce ne sont pas le plus gros navire, avec comme combustible du méthanol. C'est une première, et la problématique, selon certains, c'est que c'est probablement, je ne suis pas un expert dans la matière, une technologie bien meilleure que le combustible que nous utilisons aujourd'hui, mais il y a aussi une problématique de disponibilité de cette combustible. Donc, le discours de Maersk a été, nous lançons l'investissement et nous sortons du principe que le combustible sera disponible une fois que ces navires sortent du chantier naval en 2024. Notre société Hapag-Lloyd, aussi comme la CMA-CGM, qui est une grande compagnie maritime française, nous sommes plutôt en train d'investir dans des combustibles à LNG, tout en sachant que ces constructions doivent être aussi dans les possibilités d'être alimentées par des différents combustibles. Donc c'est un sujet d'énorme actualité pour notre industrie. Nous avons des ambitions de réduire, bien évidemment, toutes ces choses-là. Je pense que donner une réponse précise sur la bonne technologie, ce n'est pas moi qui le fera. Et quand on regarde toutes les expérimentations et les différentes technologies qui sont étudiées, c'est que nous n'avons pas encore la réponse est définitive. Nous avons actuellement les moyens financiers qui vont nous permettre de la trouver. Et je souligne, et je répète, le transport maritime, et là je laisserai le parole à mon collègue des aéroports de Paris, le transport par voie maritime reste bien évidemment le voie de transport le moins polluant si on le compare avec l'avion, le train ou le camion. Donc on pollue trop, mais ça reste quand même le moyen de transport intercontinental le plus pertinent pour l'environnement. Après, il y a d'autres enjeux sur les ports, notamment relatifs à la montée des eaux, etc. On y viendra tout à l'heure. Juste, puisqu'il vous a tendu le micro, aéroport de Paris, donc avion égale kérosène. Kérosène, on sait très bien qu'en gros, je sais pas, les experts se expertisent, mais dans 40 ans, c'est un peu fini. Donc, quid ? Avion égale kérosène égale carburant, donc évidemment l'énergie est une dimension fondamentale du transport aérien. Je crois comme ce qui a été dit que le sujet n'est pas savoir qu'est-ce qui pollue le plus ou le moins. Le transport aérien c'est 3% à peine des émissions de CO2, c'est surtout comment réduire l'empreinte carbone d'un secteur quelle que soit sa taille. La réduction de l'empreinte carbone du transport aérien ne se fera pas à mon sens par le volume, par le trafic. Le trafic, quand il reviendra à ce qu'il était avant la crise, reprendra un taux de croissance qui est structurellement lié dans le monde au PIB et à la population. Et donc tant qu'on a des croissances de PIB et des croissances de population, on a mécaniquement des croissances de trafic aérien dans le monde. Sauf si on n'a pas d'énergie pour faire partir les avions. Donc le sujet se réglera nettement plus par la consommation d'énergie des avions, l'empreinte carbone des aéroports, donc la consommation d'énergie à l'unité. Là-dessus. Il faut quand même saluer la performance des constructeurs actuellement qui arrivent dorénavant à faire voler des avions dont la consommation de kérosène est 20% inférieure à la génération ancienne. Donc c'est quand même des réductions de pollution. 20%, c'est quand même énorme entre les nouvelles générations d'Airbus et de Boeing par rapport à la génération précédente. Évidemment, toute la filière travaille sur l'hydrogène, mais l'hydrogène est un changement industriel énorme, donc qui mettra du temps avant de savoir quels sont les aéronefs qui pourront s'en servir les premiers et qui va impacter l'ensemble des chaînes de production énergétique, même sur un aéroport. On réfléchit actuellement dès maintenant pour savoir si dans 25 ans, l'hydrogène qu'on va faire devrait être stocké ou alors produit, peut être partagé avec les collectivités locales à côté et leurs véhicules ou non. Donc c'est un changement total de la chaîne énergétique. D'ici là, il ne faut pas hésiter à travailler, et on y pousse beaucoup, sur une énergie intermédiaire décarbonée qui est le biofuel. Voilà. Le biofuel, Air France, ADP et les constructeurs ont fait voler avant les vacances un avion pendant 1 heure, un Airbus qui a volé pendant 1 heure avec de l'huile de friture végétale recyclée intégralement.
Et avec quelqu'un dedans Et avec quelqu'un dedans, parce que je vous rassure, il y avait un pilote dans l'avion. Donc le sujet, on voit derrière le biofuel, c'est un sujet aussi de production, de coûts, de fiscalité, d'organisation, mais il existe des solutions techniques qui permettent de baisser cette empreinte carbone. Donc le défi de l'aérien, mais l'aérien est très engagé là-dessus, c'est bien sûr l'empreinte carbone des aéroports eux-mêmes. Et là, encore une fois, il faut qu'on se prépare. L'avenir de l'aéroport, en particulier en Europe, c'est ce qu'on appelle le multimodal. C'est d'arriver à ce que dorénavant, on arrive systématiquement à un aéroport en transport en commun, en métro, en train, en Charles de Gaulle Express. C'est pas le cas actuellement. C'est pas le cas actuellement. C'est pas encore assez le cas dans les aéroports en région parisienne. C'est pas encore assez le cas dans le monde. Mais il faut qu'à l'avenir, on s'habitue à aller prendre l'avion, commence par prendre le train. Commence par prendre le métro. Donc on n'ira plus à Charles de Gaulle en voiture, quoi. Et donc il est très important que Charles de Gaulle puisse dorénavant bénéficier du Charles de Gaulle Express, qui devrait être prêt en 2025, qui permettrait une liaison directe, totalement alternative à l'autoroute A1, dont on connaît les problèmes de pollution et de congestion. Donc c'est quelque chose qui est absolument salutaire pour la pollution en région parisienne. Mais puis évidemment le développement du Grand Paris qui permettra aussi ce multimodal. La gare TGV de Charles de Gaulle va devenir sans doute dans les années à venir une gare TGV d'importance nationale et pas seulement une desserte train-avion. Et donc le multimodal est l'avenir de la décarbonation des aéroports. Nous testons les premiers taxis aériens, les VTOL, qui sont des taxis électriques, qui pourraient être taxis volants, qui pourraient être autorisés au moment des Jeux Olympiques. L'ensemble. Juste parce que c'est quand même, j'ai regardé du coup, vous pouvez nous le décrire un peu, c'est quand même, c'est des taxis, ça transporte des gens, donc c'est pas pour transporter des marchandises. Non, ça sera pour transporter des gens au début, ça pourrait transporter des marchandises, mais transporter des personnes sur la base de Pontoise que gère ADP. Elle a été ouverte à toutes les startups qui travaillent là-dessus. Il y a donc déjà 3-4 opérateurs qui ont des prototypes de taxis volants qui peuvent emmener 1 à 2 personnes en électrique. Et le sujet, comme beaucoup de l'innovation, et ça, tous les enseignants d'économie qui nous écoutent doivent le voir, le sujet qui quelquefois bride cette innovation, c'est surtout la réglementation. Plus que l'innovation elle-même. C'est sur quel couloir peut-on les faire voler? À quelle altitude peut-on les faire voler? A-t-on le droit de pouvoir les faire voler? En même temps, on comprend un peu, parce qu'on ne va pas s'amuser. Mais qui sont parfois en innovation, la moitié du boulot est sur la réglementation et l'autre moitié du boulot est sur l'innovation. Et donc, on voit bien que cette innovation avance. Donc, un sujet de décarbonation qui est l'empreinte énergétique des aéroports, transport en commun, multimodal. Charles de Gaulle, ça fonctionne, les gens ne savent pas, à la biomasse. Donc c'est au bois, et Orly fonctionne à la géothermie. Voilà. Mais surtout des avions qui consomment moins de kérosène et des énergies alternatives. Je pense que c'est la technique qui aidera à baisser l'empreinte carbone de l'aviation plus que le trafic, parce qu'on le veuille ou non, le trafic reprendra sa croissance parce que le monde entier a de nouveau envie de voler. Oui. Avant de céder la parole à Frédéric Herluet, juste sur l'hydrogène, on ne va pas faire le débat ici, il reste 27 minutes, c'est un débat horriblement compliqué, mais vous vous positionnez comment par rapport à l'hydrogène? Vous imaginez vous avez parlé de 2050 et plus 25, donc voilà, ça fait 2045-46. Un Charles de Gaulle pourra accueillir des avions à hydrogène à cet horizon-là, ou c'est de la science-fiction ce que je suis en train de dire? Non, Charles de Gaulle, le terminal 4 de Charles de Gaulle que le gouvernement a demandé de revoir pour qu'il puisse prendre en compte à la fois les nouvelles perspectives de trafic et les impacts environnementaux, il devra pouvoir accueillir les premiers avions à hydrogène, même si ces avions sont peut-être des avions régionaux qui ne desserviraient que la France. Mais l'impact sur la manière dont on organise non plus la distribution de kérosène à la pompe, mais des usines de production, est-ce qu'on va le produire sur place ou pas sur place, l'hydrogène? La question n'est pas résolue. Et ça, c'est des impacts en matière d'investissement qui sont énormes, mais qui sont aussi un très grand espoir pour, et je pense à nos enseignants qui nous écoutent, des générations d'ingénieurs qui vont sortir des écoles. Super. Frédéric, quand on a préparé cette intervention, vous avez attiré mon attention sur un aspect du transport maritime que j'ai découvert, qui est la concentration énorme des entreprises, donc dans ce secteur-là. Concentration qui, j'imagine, a des avantages et des inconvénients sur lesquels on pourra revenir dans 2 minutes avec Klaus. Vous pouvez nous préciser un petit peu votre travail dans ce domaine? Alors, si on met l'accent justement sur le programme de sciences économiques et sociales, oui, je rappelle, vous êtes inspecteur, vous êtes en sciences économiques et sociales, voilà. Mais ou STMG ou même en histoire-géographie, c'est vrai qu'on a pu avoir un beau panorama sur ce qu'est la chaîne de valeur, et on demande à nos enseignants de l'illustrer. Et il est clair que présenter ici la chaîne logistique internationale est la meilleure illustration, parce que
dans cette chaîne de valeur, la logistique, c'est le maillon transverse à tout produit ou presque. Donc mettre en perspective les acteurs, en particulier, j'ai bien aimé l'expression de industrie maritime. C'est assez rare qu'on emploie cette expression, qu'elle soit partagée par nos enseignants. On est dans un monde aussi industriel. Donc j'ai préparé, je ne sais pas si ça peut être affiché, un PowerPoint. Je ne sais pas si moi j'ai la main, mais peut-être que j'ai la main. Hop, si j'appuie sur la flèche verte. Voilà, parfait. Et donc, il montre en fait les différents acteurs de cette logistique, chaîne logistique internationale. Et donc, cette illustration est assez intéressante parce qu'on voit qu'il y a une imbrication totale entre un transporteur, un logisticien, un armateur, les manutentionnaires qui gèrent le port, etc., jusqu'au distributeur et évidemment au client final. Et là, ça rejoint un petit peu ce qu'on entendait ce matin, tant avec donc IBM que Sonepar. On voit qu'aujourd'hui, dans ce que ces deux présidentes, directrices générales, appelaient chaîne de valeur, elles considéraient leurs clients comme des collaborateurs. Donc, c'est-à-dire que vous voyez, sur cette petite chaîne de valeur qu'on voit assez souvent, je n'ai pas fait de flèche entre le magasin de détail distributeur à l'extrême droite et le consommateur. Mais clairement, dans leur modèle, leur business model, aujourd'hui, ces grandes entreprises intègrent le client comme un quasi-collaborateur en faisant en sorte que la valeur soit partagée, optimisée, etc. Alors évidemment, le mot-clé, c'est massification des flux. On a vu la chose avec Hapag-Lloyd. Je pourrais montrer 2 ou 3 petites données complémentaires en slide 2 sur les compagnies maritimes. Mais c'est évidemment la course au gigantisme et aux alliances stratégiques. Alors, je vous interromps parce qu'on le voit sur on le voit sur la slide 2. Vous avez mis là les 7... les 7 premières, donc Hapag-Lloyd qui est représenté par M. Hellman est en effet 5e. Et vous voyez qu'elles se regroupent entre elles. Vous voyez, pour ce qui est des compagnies maritimes, je ne parle pas des hubs ou... que Florence pourra peut-être évoquer un peu plus, mais Maersk et donc MSC ont fusionné, CMA CGM s'est donc associé à COSCO le chinois, plus Evergreen le taïwanais, et donc on a une autre alliance qui est The Alliance entre Hapag-Lloyd, One pour les Japonais, etc. Donc on va vers cette course au gigantisme, tout ça pourquoi ? Pour réduire les coûts. Voilà, alors c'est là où je vais demander à Klaus alors comment retrouver, ça y est, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose ou quels sont les avantages, pour rester plus neutre, quels sont les avantages et les inconvénients là? Donc effectivement, on voit des opérateurs qui se regroupent, qui deviennent de plus en plus gros, qui ont sans doute des bateaux plus gros, enfin tout ça, on voit bien le sens de l'histoire que vous avez résumé là. C'est bien ou c'est pas bien? Quand ces alliances ont été créées, c'était une nécessité économique absolue. Pour être un armateur global, pour desservir tout le coin du monde, qui est devenu une nécessité pour les très très grands clients, les armateurs n'avaient pas la capacité à les faire eux-mêmes avec des services hebdomadaires réguliers, etc. Donc les alliances, c'est-à-dire les collaborations opérationnel, je pense que le mot fusion n'est peut-être pas le bon. Il y a une collaboration opérationnelle, on partage de la place sur nos navires tout en ayant des politiques financières et au niveau pricing complètement indépendants. Et on est extrêmement attentif à respecter ça. Tout le monde sait que les amendes pour des infractions sont très très élevées, donc on fait bien évidemment très très attention à ça. Il faut se rappeler qu'avant que ces alliances ont été créées, ça peut être historiquement intéressant, il y avait effectivement des conférences, des vrais, entre guillemets, cartels qui étaient permis, où les compagnies maritimes fixaient les prix entre eux. Donc, on vient quand même d'un environnement comme ça pour avoir créé ces alliances opérationnelles. Est-ce que ces alliances vont durer dans l'avenir? Est-ce que le phénomène actuel peut amener à des réflexions? Il est vrai que même le président des États-Unis, Joe Biden, a fait des remarques sur la situation logistique mondiale, comme quoi c'était pas possible que les compagnies maritimes gagnaient autant d'argent avec un service aussi moyen. On a répondu
par nos spokesmen comme quoi c'était the supply and demand et que les ports américains et que l'infrastructure américaine y était pour une très grande partie responsable aussi de ce retard. Donc il fallait pas seulement tirer sur les compagnies maritimes qui déploient tout ce qu'on peut déployer au niveau navire, au niveau conteneur. Il faut dire... Oui, allez-y. Florence a une question. Après, j'en avais une, moi, pour vous taquiner là-dessus, mais allez-y d'abord. Moins qu'une question, c'était en complément déjà de ce qu'a dit Frédéric, c'est qu'il ne faut pas oublier que le container est ce qui a permis d'aller jusqu'au magasin de détail dans cette chaîne logistique, parce qu'on n'est plus obligé d'avoir un gros volume à transporter pour avoir accès aux chaînes logistiques internationales. Et par rapport à ce que vous dites, par rapport aux fusions aussi, ou aux groupements, ça permet aussi d'adapter par rapport aux ports, parce que chaque compagnie, autant Apilog, Maersk, CMA CGM, ont des très gros porte-containers de 20 000, 22 000 VP, mais qui n'ont accès qu'à quelques ports et qui sont centraux pour les grandes lignes transocéaniques. Mais les ports américains, justement, il y en a très peu qui ont pu les accueillir. Et quand CMA CGM a voulu desservir les États-Unis, ils ont payé l'aménagement du port de Long Beach pour qu'ils puissent y accéder. Mais après, il faut... Parce que, juste qu'on comprenne, parce qu'il n'était pas adapté. Parce que les quais n'étaient pas assez longs. C'est des bateaux qui font plus de 400 mètres de long. Un porte-container de 22 000 boîtes à peu près, ou 22 000 EVP. Il faut imaginer qu'entre la tour de commandement et la queue du navire, on va dire, on met le Charles de Gaulle. Et encore, on a 100 mètres devant. Le porte-avions Charles de Gaulle. Pas l'aéroport, pardonnez-moi pour cette ambiguïté. On a compris. Donc, ces coopérations permettent aussi, du coup, d'avoir des très grands navires pour les liaisons transocéaniques et après d'avoir des hubs portuaires, comme les hubs aéroportuaires, qui avec des compagnies qui, elles, sont spécialisées plutôt dans des navires de 5 000 EVP, 11 000 EVP, 13 000 EVP, qui, eux, sont accessibles à un plus grand nombre de ports, de rééclater les flux. Donc, c'est aussi une complémentarité fonctionnelle. Oui, donc précision sur les coûts, quand je disais gigantisme, parce qu'on a l'habitude de traiter avec nos enseignants de la théorie économique, hein, le fameux théorème Heckscher-Ohlin-Samuelson. Il ne faut pas oublier que Samuelson a émis cette fameuse théorie dite de l'iceberg. L'iceberg, c'était le coût de transport qui a tendance à se diluer au fil de la distance, mais ces méga porte-conteneurs, ils rendent le transport à quasiment zéro. Dans un porte-conteneur qui peut porter de Shanghai au Havre, et encore un tarif assez élevé, on va dire $5 000, on regarde l'augmentation multipliée par 5 en 6 mois des taux de fret depuis décembre 2020, il porte 125 millions de paires de chaussures. Ça veut dire que ça revient à 1 € le coût de transport de la chaussure européenne importée de Chine. Donc ça remet tout en perspective la table ronde de ce matin sur les possibilités de relocalisation sur des usines chinoises qui standardisent massivement leurs produits. Donc ça, c'est aussi grâce au transport maritime et ça bénéficie aux consommateurs, mais évidemment, ça sinistre l'industrie européenne. Un commentaire là-dessus ? Moi, je voulais vous taquiner, mais c'est à ce sujet, en disant pourquoi vous ne profitez pas de cette manne d'argent qui vous tombe dessus pour les raisons effectivement de marché, d'offre et de demande, pour dire aussi on va investir cet argent pour changer le sujet dont on parlait tout à l'heure, donc changer les carburants, moderniser les bateaux, faire en sorte que ces giga-bateaux circulent de façon moins polluante. Vous auriez aussi pu dire ça à tous ceux qui vous disent vous faites trop d'argent. Alors, bon, peut-être plusieurs commentaires. Donc, je rebondis d'abord sur votre remarque. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on va gagner ? On va pas tout effectivement donner à nos actionnaires. On va investir dans des nouveaux navires. On va aussi investir dans des conteneurs. Nous avons investi dans la bagatelle de 320 000 conteneurs. Et là, je parle uniquement de Hapag-Lloyd pour un coût de $1 milliard. Et tout simplement parce qu'aujourd'hui, la demande n'est pas seulement navale, la demande est aussi pour les conteneurs, parce que le boucle d'un conteneur, il faut 11% de plus de conteneurs en 2021 pour transporter les mêmes volumes qu'on transportait en 2019, tout simplement parce que tout s'est ralenti, comme on l'a expliqué, le retard dans les ports et donc les rotations plus lentes, parce qu'il faut attendre la place à quai. Long Beach a été cité. Parfois, il y a 3 semaines d'attente pour avoir une quai à Long Beach, donc le conteneur traîne, etc., etc. Donc l'argent est dépensé pour les conteneurs, pour les navires et aussi pour les nouvelles technologies. Et
Et autre chose aussi, parce que je pense aussi que cette concentration de l'industrie, avec cet argent que tout le monde est en train de gagner, il y a forcément des compagnies qui vont aussi fusionner ou faire des acquisitions. Compagnie maritime comme Maersk, une compagnie maritime comme CMA-CGM est allée aussi sur le terrain de la logistique qui a aussi été présentée dans sa slide auparavant. Et c'est vrai que CMA-CGM a acquis Siva Logistics, Maersk a fusionné avec son propre compagnie logistique pour pas seulement proposer des services maritimes, mais pour intégrer également les services logistiques là-dedans. Et là, pour une fois, on voit ce qui est intéressant, que le compagnie maritime commence à se différencier. Hapag-Lloyd n'a pas cette stratégie. On a d'ailleurs M. Kuhn de Kuhn & Nagel comme un actionnaire important. Nous travaillons avec les logisticiens sans rentrer sur leur terrain. Donc ça, c'était une réponse à votre réflexion. Et puis, je dois commenter aussi. Rafraîchissez-moi la question pour la première partie. Non, c'est bon. Je crois que non, c'est bon. Moi, je voulais venir à là, on a parlé de l'enjeu écologique. Je voudrais qu'on consacre un peu de temps. Il nous reste 15 minutes aux aspects géopolitiques, parce qu'une autre vulnérabilité majeure qui est apparue ces derniers temps dans l'actualité, hein, c'est la vulnérabilité de la mondialisation est apparue à l'occasion d'événements. Enfin, on en a parlé quand on s'est parlé là un port en Chine, un cas de Covid dans un port en Chine. Vous avez le trafic quasiment, j'exagère pour caricaturer ici, mondial qui est paralysé. Un bateau qui se met en travers dans le canal de Suez, et puis vous avez des retards de livraison partout. Vous avez cette présence absolument massive, on vient d'en parler, de la Chine dans le commerce mondial qui donne derrière une fragilité géopolitique. Il ferme le détroit de Malacca. En gros, on est tous ici, là, je ne sais pas ce qu'on devient, quoi. Donc voilà. J'aimerais que vous nous éclairiez un petit peu là-dessus, sur comment vous faites face, et c'est valable petit aussi pour le transport aérien, je n'ai pas d'exemple à citer, mais la géopolitique mondiale, comment vous faites face à ces fragilités qui, du jour au lendemain... Alors aujourd'hui, on a l'Afghanistan. Bon, on n'est pas vraiment concerné dans ce débat, mais si ça avait été Singapour ou je ne sais pas quoi, ou quelque chose autour du détroit de Malacca, ou le détroit d'Ormuz, pardon, voilà. Donc, longue introduction pour vous demander une question concrète. Comment vous essayez de gérer au mieux les fragilités géopolitiques, et notamment celles qui sont liées à la Chine? Je vous laisse répondre. Je ne sais pas si c'est nous, armateurs, qui sont les mieux pour y répondre. C'est vrai que nous, on s'adapte au mieux en fonction des besoins de nos clients. C'est vrai que Madame aussi a fait illusion aux différents tailles des navires, ce qui nous donne effectivement cette agilité pour basculer d'un endroit à un autre. Mais il est vrai que si demain une production est basculée, je dis n'importe quoi, en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest, c'est vrai que les infrastructures portuaires doivent être totalement modifiées pour faire face aux besoins de transport. Et on sait que les projets comme ça, ils sont longs, ils sont coûteux. Donc je pense que la commerce mondiale est aussi pris en otage, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a à la fois le prix, et c'est vrai que le transport ne représente, ou le coût logistique ne représente pas grand-chose là-dedans. Est-ce qu'un producteur de chaussures ou de vêtements est prêt à délocaliser une partie de sa production en Europe de l'Est ou en Afrique du Nord? On en parlait beaucoup il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et finalement, cette relocalisation s'est plutôt fait sur le Sud-Est Asie, sur le Bangladesh et d'autres pays. Est-ce qu'on va revoir ce phénomène aujourd'hui? Je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour en parler. Je pense que Philippe avait fait allusion à ça tout à l'heure. La compagnie maritime est là pour suivre la marchandise, mais il ne faut pas être dupe, ce n'est pas que le navire qui suit aveuglément ça. Je pense que les infrastructures portuaires sont de plus en plus déterminants aussi dans la chaîne de transport. Où va la marchandise? Par quel port passe la marchandise? Et là, je fais aussi une petite parenthèse sur la France, parce que ces gros navires ne vont pas forcément faire escale dans 5-6 ports pendant une rotation en Europe du Nord, s'il suffit de passer par 3 ports. Je citerai par exemple Southampton, Anvers, Rotterdam ou Hambourg, qui sont des ports bien plus grands
que Le Havre ou Dunkerque, pour rester en Europe du Nord. Tout à l'heure, dans la slide, il y avait la liste des ports. Là, dans les 10 premiers ports du monde, il y en a 8 qui sont 9 qui sont chinois. Qui sont en Chine, 9 asiatiques en tout cas. 9 qui sont en Asie. Ça fait peur ou c'est un problème ou finalement, bon, vous allez bien voir. Ben, ça peut faire peur à certains, c'est clair. Maintenant, les Chinois, they put their money where their mouth is. Ils ont construit des infrastructures portuaires énormes et puis ça les permet effectivement de canaliser, de produire et canaliser les volumes par leur port. Ça peut faire peur, mais c'est aussi une politique de long terme qui porte ses fruits. Si vous faites en contrepartie une comparaison avec l'Amérique du Nord, les États-Unis, l'économie la plus puissante au monde, leur infrastructure portuaire ne leur permet pas aujourd'hui à faire face à besoin des importations. Et si le port est prêt et plein avec les conteneurs importés, les conteneurs à l'export, ils vont pas pouvoir passer par les ports non plus. Donc je pense que ça fait peur, oui, mais les Chinois, ils ont fait le travail qu'il fallait faire, et je pense que l'infrastructure portuaire devient d'une vraie importance dans le commerce mondial aujourd'hui. Frédéric, et je trouve que ça rendait une très belle image. Oui, ça renvoie à la marginalisation américaine, en l'occurrence. Et c'est pas pour rien que Joe Biden critique les armateurs, parce que derrière, c'est à la fois marginalisation d'un point de vue des capacités portuaires, mais aussi des acteurs. Et là, au moins, on peut se réconforter à l'échelle européenne d'avoir 4 compagnies maritimes sur 5 dans les leaders mondiaux, aucune américaine. Alors certes, il n'y a aucun port européen, il n'y a qu'un seul port américain, il est 10e dans le top 10, mais c'est encore lié à la fusion. Et encore, il faut payer pour allonger les quais. Los Angeles, et que c'est compliqué. Donc c'est vraiment la marginalisation des acteurs américains sur cette chaîne logistique internationale. Et sur le volet des compagnies maritimes, l'Europe s'en sort très bien. Il faut quand même le souligner sur ce point. Et côté aéroport, vous avez une Chine dépendance, une relation à la Chine qui pose question ou pas ? C'est évident. Il n'y a pas plus géopolitique qu'un aéroport. On le voit bien dans chaque pays. On a tous, évidemment, on est très émus en regardant ce qui se passe à Kaboul aujourd'hui. On a une émotion, nous, supplémentaire en pensant aux gestionnaires de l'aéroport de Kaboul. L'aéroport, c'est la vie, c'est la liberté. On revoit des images que vous, enseignants, vous avez sans doute montrées sur le blocus de Berlin en 1949. À ce moment-là, l'aéroport, il n'y a pas plus géopolitique qu'un aéroport. En plus, nous sommes des investisseurs, c'est-à-dire que nous investissons pour 30, 40, 50 ans dans certains pays. Avant d'investir, nous sommes en concurrence avec donc des Chinois, des Turcs, des Brésiliens, des Américains. Et lorsqu'il s'agit de construire, eh bien pour construire aussi, nous sommes en concurrence, nous faisons construire avec des Chinois, souvent des entreprises du Proche-Orient ou des entreprises d'Amérique du Sud, etc. Donc il n'y a pas plus géopolitique qu'un investissement aéroportuaire. Il est à la fois international et il représente ce qui est très important pour la souveraineté d'un pays. Ce qu'on peut voir sur la Chine, 2 choses. La première, c'est que évidemment l'Europe, la France en particulier, le hub de Charles de Gaulle est très, très accroché à la Chine, très dépendant de la Chine. Le client chinois, c'est celui qui dépense le plus à l'aéroport par rapport aux clients français. Nos clients dépensent 18 € dans nos aéroports. Quand vous faites Paris-Toulouse, vous êtes plutôt à 6 €. Quand vous faites Paris-Pékin, vous êtes plutôt à plusieurs centaines d'euros. Et donc, il nous faut beaucoup de Paris-Pékin pour compenser. Il nous faut beaucoup de Paris-Toulouse, pardon, pour compenser le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de Paris-Pékin en ce moment. Donc, la Chine est très importante dans le transport. Maintenant, on voit aussi dans notre métier d'investisseur qui est très différent. Les investissements chinois publics qui ont été faits dans le cadre des routes de la soie montrent aussi que la Chine n'est pas encore un investisseur de long terme. En ce moment, la crise de refinancement est très importante dans le monde des infrastructures. Le cash ne rentre plus dans beaucoup d'infrastructures. Il y a des refinancements de dettes à faire. Voilà, le prêteur chinois, l'investisseur chinois n'est pas le plus facile en termes de refinancement pour des raisons politiques et de moyen terme qu'on aurait pu le croire. Parce que la Chine est un investisseur puissant, mais c'est encore un investisseur jeune et qui n'a pas encore l'expérience de savoir qu'il y a une vision politique au refinancement. Donc je crois qu'on apprend en marchant et qu'on verra bien comment le monde de l'investissement dans les infrastructures évolue dans les années à venir. Donc oui, l'investissement aéroportuaire est géopolitiquement important. Et là-dessus, l'Asie demeure évidemment un continent qui va être en croissance
dont la croissance va se poursuivre. À la différence des ports, dans les aéroports, le ranking, c'est notre raison d'être. Ça sera l'occasion, j'espère, d'en dire un mot parce que c'est intéressant pour les Français de l'économie. C'est la qualité de service au client. Le top 10 des aéroports en termes de qualité au client, c'est le Proche-Orient, c'est l'Asie. Voilà. Nous, Européens, nous avons encore de la bonne qualité, mais nous ne sommes pas dans la qualité au client qu'on peut trouver dans des aéroports. Je confirme. Et ça doit. Donc le benchmark chez nous, il est aussi là-bas. C'est Singapour. Singapour a été perdu sa première place cette année, etc. Mais enfin, Singapour demeure, qui est deuxième au monde. Singapour demeure sans doute un des aéroports les mieux organisés, les plus extraordinaires qui soient au monde. Vous aviez, on peut revenir si vous le souhaitez. Vous aviez une question là sur les aspects géopolitiques. Par rapport aux aspects géopolitiques chinois, entre autres, il y a aussi, du coup, on voit qu'avec vos propos, on a un autre acteur à prendre en ligne de compte, c'est le rôle des États, des marines, des différentes marines, pour la lutte contre la piraterie, pour la protection des flux, la protection des infrastructures et la collaboration des entreprises, outre alors le fait d'adapter sa vitesse pour les bateaux dans les zones de piraterie, pardonnez-moi, où ils vont un peu plus vite, mais il y a aussi ce rôle des États et de collaboration des entreprises privées avec les États pour donner de l'information et bénéficier aussi des services de protection. Et ça, je pense que vous l'avez dans les deux types d'infrastructures de transport. Peut-être un complément en termes de géopolitique. Vous savez, quand Alexandre Adler a écrit « J'ai vu disparaître le monde ancien », c'était surtout un siècle après avoir acquis le rocher de Hong Kong à la fin des années 1890, le fait de rendre Hong Kong aux Chinois, on avait une sorte de basculement de la mondialisation avec l'arrimage des Chinois au travers de leur compagnie quasi publique Costco sur le port du Pirée, qui rachetait en un sens la Grèce et l'accès à l'Europe. Et il faut savoir aussi qu'au-delà des acteurs dont on a parlé, compagnies maritimes, il y a aussi les terminaux portuaires, donc toutes les entreprises de manutention. Peu savent qu'au travers d'un général de manutention portuaire qui possède la moitié des portiques au Havre, c'est Dubai Port World. Donc c'est aussi une multinationale qui maîtrise une partie de l'infrastructure économique opérationnelle sur le territoire français. Il nous reste 4 minutes. Alors, je ne sais pas, j'étais censé finir 5 minutes avant le top. C'est la bonne. Donc, on a encore 4 minutes. Il y a encore 4 minutes. Donc, si vous avez une question à poser aux deux représentants du monde de l'entreprise, dites-le. Sinon, j'enchaîne. Allez-y. Non, je ne sais pas. C'est une question un peu compliquée. C'est la manière avec laquelle ces compagnies maritimes s'accordent plus ou moins tacitement entre elles ou effectuent des actions de lobbying qui peuvent s'avérer tout à fait légales ou adoptent, si ce n'est pas une entente plus ou moins tacite sur les prix, des comportements assez identiques au même moment, retirant toute une partie de la flotte en période Covid pour pas, quelque part, transporter à perte, etc. Donc, au-delà de ces alliances plus ou moins formelles, est-ce qu'il y a aussi du mimétisme comportemental avec les autres alliances ? Et la gestion des flux dissymétriques, c'est-à-dire entre l'Europe et l'Asie. Je voudrais tout d'abord dire, et je vais me répéter, on respecte les règles du jeu. Hein. Ça, c'est clair, qu'on soit allemand, ou danois, ou français, ou d'autres nationalités. La situation actuelle est une situation extrêmement anormale. On n'a jamais vu une situation pareille. Il n'y a jamais eu une baisse aussi forte suivie par une croissance aussi forte comme on l'a vu maintenant. On pense que la situation se normalisera au plus tard autour du nouvel an chinois début 2022, peut-être avant. Donc la situation actuelle est particulière et je pense que c'est une erreur de considérer cela comme le nouveau normal. Maintenant, pour ce qui est les réflexions concernant une conduite légale ou pas légale, on suit tous les mêmes marchés, on vit tous avec les mêmes contraintes portuaires, on voit les augmentations des volumes, on voit un blocage d'un canal de Suez. Donc le fait d'agir de plus ou moins la même façon ne me semble pas anormal et je répète, je souligne, il n'y a pas de coordination sur tout ce qui est prix, etc. Les risques est trop grand, les conséquences sont trop graves et c'est vraiment quelque chose qui est
très très profond dans la conduite de compagnies maritimes. On ne discute pas avec les voisins. On discute des sujets qui peuvent être liés à la sécurité, à la sûreté, à l'environnement. Ça, ce sont des sujets pertinents et qui sont utiles pour tout le monde. Donc là, effectivement, on discute, mais on ne discute pas le sujet qu'on n'a pas le droit de discuter. Vous avez soulevé un point sur l'asymétrie des relations Europe-Asie. Pour gérer les flux dissymétriques, puisque vos bateaux arrivent à plein en provenance d'Asie et repartent quand même moins chargés, on va dire. Et puis avec beaucoup de marchandises de valeur pauvre aussi. Hein. C'est l'objectif pour un chef de ligne qui est responsable pour les lignes Europe-Asie-Europe, c'est que le navire qui part de l'Asie, il soit plein jusqu'à la cheminée avec des conteneurs pleins, et le navire qui part de l'Europe, de l'Asie, doit être plein aussi, mais les conteneurs sont plus lourds, pleinement chargés, parce que la marchandise est plus lourde, c'est des produits chimiques, c'est des déchets, des trucs comme ça, mais le navire doit être plein aussi, donc on complète le navire avec des conteneurs vides pour alimenter les besoins en Asie. Donc je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais encore une fois, il y a une adaptation par rapport à l'offre et la demande, et un objectif. J'ai été chef de ligne moi-même quand j'ai travaillé chez la CMA-CGM, et mon objectif hebdomadaire, c'était de montrer que j'avais rempli le navire de l'Europe vers l'Asie jusqu'aux cheminées pour alimenter les chargeurs asiatiques. Je suis obligé de vous interrompre, de vous couper, parce que avant on avait 5 minutes d'avance, maintenant on risque d'avoir 5 minutes de retard. Donc merci à toutes, à vous Florence, Frédéric, Xavier, Klaus, pour ces propos optimistes finalement. Hein, je retiens j'ai hâte de voir les taxis pour les JO de 2024, là, les taxis volants, j'ai envie de réserver un ticket. Merci à tous et à bientôt.